Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Marion Maréchal, bonjour. Bonjour. Vous serez la tête de liste de Reconquête aux élections européennes. Élections européennes qui se passeront encore avec le contexte de la guerre en Ukraine. De ce point de vue, l'actualité, ce sont les élections en Slovaquie avec la victoire de l'ancien Premier ministre qu'on dit populiste, Robert Fico, mais qui annonce qu'il veut arrêter l'aide à l'Ukraine, qui veut se réconcilier avec la Russie. Comment vous percevez cette victoire ? Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir surtout que c'est un parti qui a été porté par le refus du dérèglement migratoire, si je puis dire, en tout cas de l'immigration de masse. Et en cela, d'ailleurs, il s'inscrit dans la trajectoire de nombreux autres partis, je pense aux Suédois, aux Finlandais, aux Hongrois, aux Polonais, aux Italiens et d'autres à venir encore, et qui sont pour moi la démonstration du grand enjeu de ces élections européennes. Et c'est aussi pour ça que je souhaite mener cette candidature, qui est de pouvoir changer la majorité au Parlement européen, donc sortir Ursula von der Leyen, et enfin mettre en place une ligne politique différente, qui ne soit plus celle immigrationniste, libre-échangiste et pro-LGBT. Tout de suite sur l'immigration, on va y venir, mais si, parce sur que la question de la guerre en Ukraine... c'est le signal que je retiens qui est intéressant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça révèle aussi peut-être un tournant sur ces populations. Moi, ce que j'aime, c'est la cohérence en matière géopolitique, et je trouve que l'Union européenne n'en a pas fait preuve ces derniers mois. Je pense notamment au déséquilibre qu'il y a eu entre le traitement d'une part et les sanctions légitimes à l'égard de la Russie, qui a violé le droit international, mais qu'on n'a pas retrouvé face à l'Azerbaïdjan, parce que ça aussi c'est l'actualité, qui a mené depuis de nombreux mois une véritable épuration ethnique des Arméniens dans une partie de leur territoire ancestral. Et pour autant, Mme von der Leyen s'est félicitée récemment d'avoir doublé l'importation de gaz azéri, en oubliant de préciser qu'une grande partie de ce gaz était en réalité du gaz russe qui passait par l'Azerbaïdjan. Donc vous voyez, une fois de plus, je trouve que c'est le manque de cohérence qui est regrettable quand on défend le droit international, quand on défend la souveraineté des frontières et la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes. On le fait pour tout le monde. Le fait que le soutien à l'Ukraine faiblisse, c'est une mauvaise nouvelle ? Après, c'est au peuple de choisir quelle doit être la position de leur nation respective. Moi, je ne juge pas cela. Tout le monde n'a pas les mêmes difficultés, notamment sur le plan énergétique vis-à-vis de la Russie. On connaît par exemple la position plus, équilibrée, typiquement de la Hongrie, qui est dépendante à 90% de son énergie du gaz russe. Donc c'est vrai que chacun, évidemment, agit à l'aune de ces possibilités. Moi, ce que je crois, en revanche, c'est que nous devons rechercher la diversification, ça c'est une bonne chose de ce point de vue-là, nous ne devons jamais nous rendre dépendants d'un pays quel qu'il soit. Maintenant, je crois qu'il faut savoir être raisonnable, soutenir le peuple ukrainien, bien sûr, dans la violation de son territoire dont il a été victime, mais pour autant s'aventurer vers l'idée que demain, par exemple, nous pourrions intégrer l'Ukraine dans le fonctionnement actuel de l'Union européenne, c'est-à-dire au marché commun, et donc faire rentrer ce pays qui est un géant agricole avec un salaire moyen de 320 € par mois, c'est une folie. Voilà, c'est une folie. Même les Polonais dans le marché commun, c'est une folie. Même les Polonais, qui sont pourtant très engagés dans la défense de l'Ukraine face à la Russie, ont dû fermer leurs frontières tant l'arrivée massive des denrées alimentaires agricoles ukrainiennes ont perturbé le marché et affaibli leur propre marché agricole. Donc une fois de plus, c'est toujours pareil. Il faut être raisonnable, bien peser les conséquences et en matière de géopolitique, sortir de l'idéologie pure pour apporter l'aide là où elle est légitime, sans pour autant sacrifier totalement les intérêts de nos peuples respectifs. On a compris que votre campagne se ferait avant tout sur le sujet de l'immigration. Au niveau local, le sujet en la matière, ce sont les mineurs isolés qui sont pris en charge par les départements et donc ici par la métropole. Quand vous voyez cette prise en charge, qu'est-ce que vous diriez, qu'est-ce que vous souhaiteriez ? Les mineurs isolés ne sont qu'un des aspects aujourd'hui de la perte totale de contrôle relative à l'immigration. D'ailleurs, qu'il s'agisse de l'immigration légale, record absolu aujourd'hui d'Emmanuel Macron en la matière, ou immigration illégale, avec également une explosion des demandeurs d'asile qui avait déjà battu le record précédent cette année. Et les mineurs, une fois de plus, en sont l'une des démonstrations. Ça coûte aux Français près de 1 à 2 milliards par an, donc c'est tout à fait considérable. On se rend compte d'ailleurs que la plupart de ces mineurs, derrière le mot, sont rarement des enfants et encore moins des jeunes enfants. On parle dans l'immense majorité des cas de jeunes adultes qui d'ailleurs très souvent fraudent cet âge, et que rien n'est fait d'ailleurs pour sanctionner cette fraude. On ne contraint pas d'ailleurs à ce qu'il puisse y avoir un test osseux qui puisse attester, et il n'y a pas d'expulsion systématique chaque fois qu'il est démontré que ces faux mineurs ont triché. Donc c'est vrai que maintenant la question que je me pose, c'est qu'il y a évidemment la gestion de ceux qui sont là et l'expulsion de ceux qui ont abusé et qui sont rentrés de manière clandestine, mais il y a aussi la question qui n'est jamais posée de la part du gouvernement de savoir pourquoi
ces personnes, mineures ou non, font le choix de venir clandestinement en France. Et là, j'aurais aimé qu'il puisse y avoir une réponse sur les largesses de la politique sociale, que vous soyez d'ailleurs clandestin ou immigré légal, l'accès particulièrement généreux à la nationalité, la possibilité encore beaucoup trop large de pouvoir bénéficier d'une régularisation, le droit du sol, le regroupement familial, la scolarisation des enfants, enfin bref, tout ce système porté à bout de bras aujourd'hui par les travailleurs français qui font qu'aujourd'hui, la plupart des migrants que nous voyons arriver, et je pense notamment à ceux il y a quelques semaines arrivés à Lampedusa, cette fameuse île italienne, en réalité, ont pour destination finale, la plupart du temps, la France, parce que rien n'est fait aujourd'hui pour décourager cette immigration. Vous parlez beaucoup des aides sociales, mais c'est aussi souvent le travail qui attire dans des métiers où on a du mal à recruter. Alors en réalité, ça n'est pas si simple, parce que quand on regarde aujourd'hui les chiffres, notamment les chiffres de l'INSEE, on se rend compte qu'il y a à peu près aujourd'hui la moitié des résidents de nationalité étrangère dans notre pays qui sont sans activité. Toujours les chiffres de l'INSEE démontrent que des personnes qui ont des ascendances immigrées sont 2 à 3 fois plus enclines à se retrouver au chômage ou sans activité. Donc nous nous rendons compte que les personnes que nous avons d'ores et déjà dans notre pays, de nationalité étrangère, ont déjà de grandes difficultés d'insertion dans le monde du travail. Donc avoir la naïveté d'imaginer que la solution à ces problèmes de métiers en tension se trouve encore dans davantage d'immigration, alors que ça fait 40 ans que nous recourons à cette solution pour soi-disant pallier les métiers en tension, n'est évidemment pas la bonne réponse. Preuve en est, 40 ans après, ces métiers sont toujours en tension. Donc peut-être faudrait-il prendre le problème autrement, se poser la question aujourd'hui de savoir si nous n'avons pas un assistanat trop dévoyé, trop généreux, une désincitation au travail, un manque d'ailleurs de reconnaissance salariale qui sont le coût du travail d'ailleurs, y compris pour les chefs d'entreprise. Donc la réponse n'est pas plutôt structurelle sur notre politique fiscale et économique, plutôt une fois de plus que cette facilité à faire venir une immigration supplémentaire dont on sait qu'elle n'a pas seulement des conséquences économiques et sociales, elle a aussi des conséquences culturelles, identitaires, sécuritaires extrêmement lourdes. Aujourd'hui, je pense que la grande majorité des Français, tous les sondages le démontrent, s'accordent à dire que nous n'avons plus la capacité d'accueillir encore une immigration de masse. Si on revient aux questions plus politiques, ces élections européennes, les 2 dernières ont été remportées par le Front National, qui est arrivé en tête en tout cas. Est-ce que finalement votre candidature ne pourrait pas avoir pour effet que le FN n'y arrive pas une 3e fois et que finalement que cela divise votre camp? Alors, déjà, je pense qu'il ne faut pas se tromper d'enjeu et d'élection. Vous l'avez rappelé vous-même, le Rassemblement national est arrivé premier en 2014, ça n'a pas empêché Emmanuel Macron d'être élu, il est arrivé premier en 2019, ça n'a pas empêché Emmanuel Macron d'être réélu. Donc il ne s'agit pas là de présupposer ce qui se passera d'ailleurs en 2027. Il s'agit là de défendre une ligne politique, une ligne européenne, et d'aller amplifier l'opportunité historique qui se dessine aujourd'hui de pouvoir changer la majorité du Parlement européen, je vous l'ai dit tout à l'heure, et sortir Ursula von der Leyen de la présidence de la Commission. Nous sommes dans un scrutin, je le rappelle, qui n'est pas un scrutin à 2 tours comme l'élection présidentielle, où il s'agit d'éliminer. Nous sommes un scrutin à 1 tour, proportionnel intégral, donc les élus se cumulent, ne s'annulent pas. Et par ailleurs, nous avons aujourd'hui à Reconquête une ligne singulière sur la question de l'identité, sur la question, je vous en parlais à l'instant, de la défense du travail, de lutte contre l'assistanat, des libertés économiques, l'engagement, on va dire, extrêmement fort face aux propagandes diverses et variées, qu'elles soient racialistes, LGBT, woke, qui sont à l'œuvre aujourd'hui, notamment dans nos écoles et nos universités. Tout cela fait qu'aujourd'hui, nous parlons à des Français qui se retrouvent dans cette ligne et que cette ligne a le droit d'exister dans le paysage politique. Maintenant, je l'ai dit et je le défends déjà depuis longtemps, je le défendais déjà quand j'étais au Rassemblement national, je suis convaincue et je reste convaincue qu'aucun parti politique, quel qu'il soit, ne peut gagner seul. Voilà, le parti unique, ça ne fonctionne pas. Preuve en est d'ailleurs, la gauche l'a très bien compris, a fait une coalition aux élections législatives. Emmanuel Macron lui-même gouverne en coalition. Donc il serait peut-être temps que les différents courants de la droite finissent par se rendre compte de cet état de fait et soient capables de se mettre autour de la table et de faire valoir leur complémentarité. Je crois qu'il y a des gens qui peuvent travailler ensemble sur l'essentiel, bien sûr aujourd'hui à Reconquête, avec des gens du Rassemblement national, avec des gens, y compris des Républicains. Je pense à des gens comme François-Xavier Bellamy, je pense à des gens comme Bruno Retailleau, à David Lisnard et bien d'autres. Mais on a pour lu autant, dans le livre d'Éric Zemmour cet été que si Laurent Wauquiez était allé à la présidentielle, il n'y serait pas allé. Pour vous, il fait partie de votre camp ? En tout cas, il y a des choses à faire avec Laurent Wauquiez. Sur le fond, maintenant, ce qui me surprend, c'est que je vois un changement de cap de la part de Laurent Wauquiez depuis quelques semaines. J'ai cru comprendre maintenant qu'il voulait,
d'une certaine manière, récupérer l'héritage électoral d'Emmanuel Macron. Il lui distribue d'ailleurs régulièrement des bons points dans la presse. Il a eu cette phrase qui m'a beaucoup marquée en disant que sur le plan international, Emmanuel Macron ne nous a pas fait honte, alors que quand je vois la situation aujourd'hui de la France, et les relations avec les pays du Maghreb, avec les pays africains d'ailleurs en général, je ne suis pas absolument convaincue. Je ne partage pas ce constat. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que nous, notre objectif à Reconquête, c'est de réinstaller dans le paysage politique une droite authentique, qu'aujourd'hui les LR ne sont plus en mesure d'incarner. Et je crois que ça tient à un manque de crédibilité lié à leur bilan, évidemment, mais aussi à une ambiguïté qui persiste. Je vous donne un exemple. Il y a une actualité récente avec la rentrée des jeunes LR qui a eu lieu à Valence. C'est pas à vous que je vais apprendre que le maire de Valence est le premier vice-président de Laurent Wauquiez à la région, en charge des finances. Or, ce maire s'est fait remarquer ces derniers mois, et vos confrères d'ailleurs de la presse l'ont relevé, les renseignements d'ailleurs également l'ont relevé, s'est fait remarquer pour un certain nombre d'accointances douteuses avec les frères musulmans. Donc les frères musulmans, pour rappel, c'est un courant islamiste qui a les mêmes objectifs que... Donc au final, Laurent Wauquiez fait partie de votre camp? Non mais pardon, mais je vais juste au bout de cette information parce qu'elle est importante. Donc les frères musulmans, qui est un courant qui a le même objectif qu'Al-Qaïda et Daesh, c'est-à-dire mettre en place la charia, mais ils le font par infiltration. Et qu'est-ce qu'a fait ce maire? Eh bien ce maire, il a aujourd'hui dans son conseil municipal des gens qui eux-mêmes participent à des associations fréristes. Il a tenté de vendre un terrain, c'est la préfecture qui a dit stop à une association frériste. Il a lui-même parlé de politique dans une mosquée frériste. Bref, tout ça pour dire que oui, il y a des gens avec qui nous devons parler, oui, il y a un certain nombre de choses en commun avec Laurent Wauquiez, mais je crois que le préalable quand même, de leur côté, c'est d'abord de mettre fin à ces relations douteuses, parce que quand on voit aujourd'hui les offensives islamistes à l'œuvre dans notre pays, notamment dans nos écoles publiques, il n'est plus possible de tolérer ce genre d'ambiguïté. Quand vous l'entendez s'exprimer ce week-end sur la loi zéro artificialisation, ouais, c'est dur, c'est très dur à dire, artificialisation nette, vous n'avez pas de différence en fait? Je considère que pour le coup, il pose un sujet légitime. Ce qui est sûr, c'est que le système actuel est beaucoup trop rigide. Et si on peut bien sûr se poser la question de limiter l'artificialisation des sols dans les grandes villes et autour des grandes villes, on ne peut pas ainsi avoir un système aussi rigide dans un certain nombre de secteurs, notamment ruraux. Enfin, si on veut défendre, et moi c'est l'idée que je m'en fais, le retour d'une France des villes moyennes avec un véritable équilibre territorial où on retrouve, y compris dans la France, des campagnes, des services publics, des transports, de l'emploi, il faut quand même permettre qu'il puisse y avoir ce développement. Et malheureusement, vous partagez la méthode qui consiste à dire je retire ma région de l'application de la loi? De ce que j'ai lu, on est plus sur une déclaration d'intention que quelque chose de faisable sur le plan légal. Je crains malheureusement qu'il ne soit tenu, mais en tout cas, je partage le constat, ça c'est sûr. Comme Olivier Véran, finalement, vous pensez qu'il faut respecter la loi? De toute façon, moi je pense qu'il faut respecter la loi, mais je veux la changer dans le cadre démocratique. Ça ne veut pas dire que je suis en accord avec systématiquement cette loi. Un dernier mot sur votre implantation locale. On sait que vous avez créé une école à Lyon. Pourtant, autant Lyon apparaît comme un bastion intellectuel, peut-être pour l'extrême droite, rarement un bastion d'élus. Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à vous implanter? Alors déjà, il faut quand même noter que Éric Zemmour, à l'élection présidentielle, a fait près de 8% dans cette ville. C'est loin d'être négligeable. Aujourd'hui, Reconquête, après 2 ans d'existence, un peu moins de 2 ans d'ailleurs, est le 4e parti. Il est au même niveau que des partis que tout le monde prend très au sérieux. Je pense à la France Insoumise, je pense aux Verts, je pense même au LR. Nous sommes à peu près au même niveau dans les différents sondages pour ces élections européennes. Donc c'est une jeune aventure à construire qui, me semble-t-il, suscite de l'enthousiasme. Preuve en est, c'est le premier parti en termes de militants et d'adhérents. Et moi, j'ai beaucoup d'ambition pour ces élections européennes dans le secteur de Lyon, car je crois qu'il y a aujourd'hui beaucoup de Lyonnais et de Français qui sont sensibles au discours que nous portons, c'est-à-dire évidemment ce discours identitaire et lié à l'insécurité, particulièrement prégnante sur ces dernières années dans un certain nombre de quartiers lyonnais, mais aussi sur la question de libertés économiques. Et vous verrez que nous saurons créer la surprise, y compris dans ces grandes métropoles, parce qu'il y a beaucoup d'orphelins de la politique, notamment à droite, et qu'une fois de plus, ils n'ont pas nécessairement envie de redonner leur vote et leur confiance aux républicains en place depuis longtemps. Marion Maréchal, je vous remercie. Merci à vous. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des Coulisses du Grand Lyon.